Bienvenue à tous au premier séminaire physique de l'année. On aura encore deux autres séminaires les 2 prochaines semaines à ce moment-là. Donc, je vous présente Étienne Parizeau, chercheur à la PC. Et voilà, à vous. Merci. Est-ce que c'est bon le son pour les gens de Zoom? Oui, on entend. Ah, on n'entend rien si on entend. Et donc là maintenant. Et là, c'est bon, vous entendez? Ok, on y va alors. Bon, désolé pour le retard, mais je vous ai apporté une expérience. À l'ancienne, s'il vous plaît. Puis alors, à l'ancienne de l'ancienne. Vous allez voir ça. Alors d'abord, un petit mot. Donc, je vais couper ça. Ah, ils disent qu'il faudrait muter un micro. Ah, c'est bon, ok. Donc, j'ai appelé cette petite présentation, les rayons cosmiques, un siècle à la conquête de l'extrême. Donc, je vais vous parler de l'extrême des rayons cosmiques, et des rayons cosmiques qu'on appelle des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Et c'est les particules les plus énergétiques de l'univers. Et alors, est-ce que ça marche ça? Oups, à peu près. Alors, l'astrophysique, c'est la physique des astres, mais en fait, pas que. Un astre, qu'est-ce que c'est? Un astre, c'est quelque chose de chaud qui rayonne de la lumière. Ça fait des étoiles. Oui, mais alors là, vous voyez presque rien. Là, il y avait marqué 40 000 ans d'astronomie visuelle. Je dois pouvoir faire mieux quand même. Ouais, c'est déjà mieux. Donc, l'astronomie, ça se fait en général avec des photons. On a de la lumière qui nous vient du ciel. Et c'est quand même assez extraordinaire de réaliser que tout ce qu'on connaît du cosmos, on le connaît par des photons qui arrivent. Quand on y pense, c'est assez fou parce qu'on est capable de connaître le champ magnétique dans une galaxie à plusieurs millions d'années-lumière, de connaître la composition, l'abondance du carbone, de l'azote, de l'or, dans telle étoile, etc. Mais la température des étoiles, la masse des étoiles, la masse du gaz, un peu partout. On n'est jamais allé, bien évidemment, et on n'a jamais plongé un thermomètre dans une étoile, on a juste reçu des photons. Avec tout ça, et la connaissance des lois physiques, on arrive à déduire tout un tas de choses sur l'univers. Donc, l'œil est un outil puissant, et la lumière, c'est vraiment le messager cosmique par excellence. Mais ce que je vais vous présenter, ce sont les rayons cosmiques, qui est un autre type de messager. Donc, ce n'est pas le seul messager, en fait. Pourquoi ça ne marche pas quand on va faire ça? Ça marche. OK. Donc, les rayons cosmiques, c'est un véritable trésor, n'est-ce pas? En fait, c'est des noyaux d'atomes, tout simplement. Donc, des noyaux de carbone, d'oxygène, essentiellement d'hydrogène, des protons, de l'hélium, un peu de tout. On verra plus en détail dans un instant. Et pour certains d'entre eux, ils sont très énergétiques. J'ai arrêté les codes, il n'y a plus la place, mais je vais donner un sens précis à cette répétition de traits un peu plus tard. Ces noyaux d'atomes se propagent dans la galaxie au hasard des champs magnétiques. Ce sont des particules chargées. Ces noyaux sont ionisés, donc c'est juste des charges plus dans un noyau, quoi. Des protons et des neutrons. Des noyaux d'atomes, vraiment, qui se propagent donc et qui sont affectés par les champs magnétiques, qui sont défléchis par la force de Lorentz, que vous connaissez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces rayons cosmiques jouent un rôle majeur dans ce que j'ai bien appelé l'écologie galactique. Donc, la galaxie, ce n'est pas juste des étoiles, c'est du gaz de différentes phases. Il y a du gaz moléculaire, du gaz atomique, du gaz ionisé, du gaz chaud, du gaz dense, du gaz froid, tout un tas de types de gaz avec des molécules très complexes à l'intérieur. Il y a tout un équilibre, puis il y a de l'ionisation, il y a du chauffage. Et en fait, les rayons cosmiques jouent un rôle très important dans la régulation de tout l'écosystème galactique. J'ai listé là quelques éléments dans lesquels ils interviennent. Donc, l'ionisation du gaz, équilibre entre les phases, génération et amplification du champ magnétique qu'il y a dans la galaxie et au-delà, régulation de la formation d'étoiles, c'est évidemment des choses très importantes. Ils ont une influence majeure sur ce qu'on appelle l'astrochimie, c'est-à-dire tous les processus chimiques qui se produisent dans le milieu interstellaire, la création de molécules très complexes, y compris des acides aminés, tout ça, ce qu'on appelle les molécules prébiotiques. Et puis, ils sont responsables de tous les rayonnements, qu'on appelle non thermiques, qui sont des rayonnements sur tout le spectre
d'énergie de la lumière, donc multilongueur d'onde, en provenance de sources très diverses, des réseaux supernovas, des pulsars, des coalescences de trous noirs, ou dans les noyaux actifs de galaxies, enfin, tout un tas de sources astrophysiques. Et puis, ces rayons cosmiques jouent un rôle majeur dans la nucléosynthèse des éléments légers, qui sont donc le lithium, le beryllium et le bohr, qui sont 3 éléments parmi les 92 éléments stables que vous connaissez dans la table de Mendeleïev. Ces 3 éléments, en fait, sont fabriqués par le rayonnement cosmique et exclusivement par le rayonnement cosmique. Donc, il n'y aurait pas un seul noyau de beryllium dans l'univers s'il n'y avait pas de rayons cosmiques. Et donc, ces rayons cosmiques ont, par contre, une origine qui est au moins partiellement inconnue, voire totalement inconnue pour les rayons cosmiques les plus énergétiques, dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, ils ont joué un rôle capital dans le développement de la physique, puisque c'est par les rayons cosmiques qu'on a accédé à la physique de l'infiniment petit, à la physique des particules, qu'on a découvert ce domaine nouveau de la physique, qui est la physique particulière. Enfin, nouveau, ça fait un siècle maintenant. On a commencé à découvrir qu'il y a autre chose dans l'univers que des réarrangements d'atomes, c'est-à-dire c'est le royaume de la chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut réarranger différemment les atomes pour avoir des molécules différentes, avec toute la diversité de la matière qu'on connaît autour de nous. Et c'est juste des réarrangements d'atomes. Sauf qu'en fait, quand on monte un cran dans les échelles d'énergie, qu'on sort de la chimie pour arriver dans le domaine nucléaire, alors on peut aussi transformer les noyaux les uns dans les autres. Et donc ça, c'est vraiment de la transmutation nucléaire. Et donc, il y a un intérêt évidemment à comprendre ces processus à plus haute énergie qui sont des processus nucléaires. Voilà, puis il y a aussi une influence sur nos vies quotidiennes et sur l'évolution des espèces. J'en dirai peut-être un mot. Les rayons cosmiques peuvent être dangereux. Vous savez sans doute qu'avant qu'on fasse un peu attention quand on prend l'avion, les personnels navigants beaucoup plus de cancers que les autres, les gens qui passent du temps en avion, parce que l'atmosphère nous protège des rayons cosmiques. Bon, on va voir tout ça doucement. Alors, oui, j'avais quelques petites photos. Là. Il y a un point commun à toutes ces photos sont les rayons cosmiques. Ça, c'est un Stradivarius. Quel rapport entre les rayons cosmiques et les Stradivarius? C'est une question. Ça, c'est une carte chinoise, une carte du ciel qui date de l'année 393. Ça, c'est des antidépresseurs. Ça, c'est la tour Eiffel. Ça, c'est une supernova. C'est un trou noir. Ça, c'est la première trace d'un anti-électron, d'antimatière. Ça, c'est un jet. Ça fait plusieurs millions d'années-lumière. C'est un jet extragalactique. Alors, ça, c'est une partie de baby-foot. Mais ce qui est spécifique, c'est que là, on est à 5300 mètres d'altitude. Chacaltaya, en Bolivie. Ça, c'est le Concorde. Ah, ça, c'est un ballon. Je vais en parler un petit peu. Avec Victor S dedans. Ça, c'est un amas d'étoiles. Ça, c'est le Soleil avec des protubérances solaires. La Station spatiale internationale. L'évolution des espèces. Le rapport entre tout ça, ce sont les rayons cosmiques. Et donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire, qui est une longue histoire, qui commence avec un vol en ballon en 1912. Ça, c'est Victor S, que vous voyez ici, qui est monté dans cette petite nacelle jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude. Il a eu le prix Nobel pour ça en 1936. Et je vais aller jusqu'à un autre vol ballon, un siècle plus tard, en 2014. C'est nous qui l'avons fait, ce ballon. Mais il n'y aura pas de prix Nobel associé à ça. Je sais pas si là, on était au Canada, on a lancé ce ballon. Donc, je vais vous raconter pourquoi on fait ces choses-là. Oups, pardon, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et puis, donc, il y a ce fameux électroscope qui va être l'instrument clé de notre petite histoire, en tout cas dans ses débuts. Vous avez déjà vu des électroscopes? Yes. Ah, non, pas tout le monde. Certains, oui. Bon, bah, c'est tout bête. Vous voyez, vous avez... Alors, je vais le poser là. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez le truc métallique. C'est lui qui passe. Bref. Et donc, l'idée, c'est que quand vous voulez charger ce petit élément mobile métallique, vous frottez un petit bâton comme ça sur la peau de char,
Donc, ça arrache des charges. Vous avez des charges, et si j'approche des charges, vous voyez, hop, comme c'est conducteur, le métal, comme c'est conducteur, il y a des charges qui se répartissent partout, les charges de même signe se repoussent, et donc vous avez le petit élément mobile qui est repoussé comme ça. Il y a une graduation. Alors évidemment, si je le retire, ça revient. Mais si je dépose les charges, parce que justement ça c'est isolant, vous voyez que ça reste, et vous avez, voilà, les petites balles se repoussent comme ça. Si j'approche encore, hop, ça augmente. Alors vous savez que. Donc ça, Coulomb travaille avec ça, hein. C'est les tout premiers instruments. Alors vous savez qu'il y a deux sortes d'électricité, l'électricité vitreuse et l'électricité résineuse. Enfin, maintenant, on dit charge positive, charge négative. Ça, c'est l'électricité vitreuse. Là, quand j'approche, au contraire, ça va dans l'autre sens, en fait. Donc là, un coup, je mets des charges positives, un coup, je mets des charges négatives. Là, ça repousse. Ouais, ça s'est perdu. Ça comme ça. J'ai perdu. On commence. Voilà. Évidemment, si je le décharge, les charges s'éliminent. C'est éliminé, c'est déchargé. Donc c'est tout simple. C'est intéressant parce que donc, ça a permis à Coulomb et à tout le monde de faire beaucoup de choses en électricité, c'est très intéressant. Mais Coulomb, déjà, en 1785, a remarqué un truc assez fou, c'est que, alors, premièrement, l'air est isolant, parce que les charges ne s'évacuent pas toutes seules. Mais en même temps, quand on attend un peu, au bout d'un moment, ça se décharge doucement. Ça se décharge de plus en plus. Puis au bout d'un moment, c'est déchargé. Et ça posait problème à Coulomb parce que ça ne colle pas avec ce qu'on croit savoir. À savoir que l'air est isolant, c'est sûr. Quand vous avez une prise de courant, là, c'est bien parce que c'est isolant que ça fonctionne. Ce n'est pas en train de faire un court-circuit à travers l'air. Donc l'air est isolant, mais néanmoins, les charges arrivent à s'évacuer. Comment c'est possible? Coulomb n'a pas de réponse, il ne peut pas en avoir. Et donc, il le note. Il dit, voilà, c'est bizarre. Et il comprend quand même que ce n'est pas juste qu'il a mal isolé son dispositif. Il comprend que c'est un défaut de l'air. Il appelle ça un défaut de l'air. Il y a cette observation confirmée par Faraday un peu plus tard, qui dit, ouais, il y a un Coulomb qui a dit ça. Moi aussi, je trouve que c'est bizarre. Je ne comprends pas ça. Ça se décharge tout seul. Bon, OK. Alors maintenant, le contexte scientifique de ce dont je vais vous parler, c'est en fait les deux grandes avancées du 19e siècle sur les deux aspects du monde que sont la lumière et la matière. Pour ce qui est de la lumière, comme vous savez, au cours du 19e siècle, on a fini par comprendre ce que c'était la lumière. Au début du siècle, on n'a absolument aucune idée de ce que c'est que la lumière. On ne sait pas si c'est des ondes, si c'est des particules, même si c'est des ondes ou des particules, et de quelle nature, on n'a pas la moindre idée. À la fin du siècle, on sait parfaitement ce que c'est. Ce sont des ondes électromagnétiques. Donc, il a fallu déjà comprendre l'électromagnétisme, trouver des lois, comprendre qu'il pouvait y avoir des ondes qui se propagent, et que du coup, la lumière, c'est juste certaines ondes électromagnétiques dans une gamme de longueurs d'onde très particulière. Il y a de la lumière, du coup, non visible, hors du domaine, mais qui sont quand même des ondes électromagnétiques. Bref, c'était vraiment, on a compris ce que c'était que la lumière au cours du 19e siècle. Et pour ce qui est de la matière, il y a aussi cette percée absolument fantastique, qui est effectivement toute l'aventure de la chimie dont je parlais. Alors, l'atomisme, c'est pas né au 19e siècle, hein, ça fait longtemps que les gens envisagent, parce que ça paraît assez naturel, en fait, qu'il y a donc des atomes, des constituants de la matière élémentaire qui peuvent s'assembler de façon différente. Et donc, on comprend, comme je disais tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On comprend que toute la diversité de la matière est en fait liée à des assemblages différents de constituants élémentaires. Et donc, ça va jusqu'au tableau de Mendeleïev. Voilà. Mais cette compréhension de la matière et de ses propriétés, des propriétés de ses transformations via les réactions chimiques, ne dit rien
la constitution des atomes. On pense qu'ils sont élémentaires, justement. Donc, on ne sait pas qu'il y a un noyau, qu'il y a des électrons et qu'il y a un monde subatomique, comme on l'appelle aujourd'hui. Et en fait, tout ça s'est débloqué à la fin du siècle. Alors, on peut remonter un tout petit peu en avant avec l'invention, souvent des inventions technologiques qui font des percées, pas toujours, mais assez souvent, qui font des percées scientifiques. Il y a la pompe à vide de Geissler au milieu du 19e siècle. Puis on fait des tubes de Crookes. L'idée, c'est que vous avez un tube, donc vous soufflez, vous mettez le vide dans un tube de verre, et puis vous mettez la haute tension là, entre une cathode et une anode. Si vous mettez une tension très importante, en fait, au bout d'un moment, ça arrache. Alors maintenant, ce qu'on appellerait des électrons sont arrachés et viennent peuvent être accélérés donc, par la différence de potentiel et peuvent, par exemple, exciter une substance phosphorescente que vous mettez quelque part. Et donc, vous voyez qu'il y a effectivement un rayonnement qui est émis. Et alors, on ne sait pas trop ce que c'est, évidemment, mais donc à la fin du 19e siècle, Thomson identifie ce qu'il appelle l'électron, parce qu'il voit que en fait, ces particules ne vont pas tout droit, elles sont défléchies par les champs magnétiques. Ça va quasiment tout droit, c'est-à-dire vous pouvez, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de petite croix là, et on voit sur l'écran ici, on voit l'onde de la croix, donc on voit bien que ça va tout droit. Et si vous mettez un aimant, l'onde se déplace. C'est-à-dire que la trajectoire des particules est défléchie par les champs magnétiques. Et donc ça, c'est bien la preuve que ce sont des particules chargées. Et en regardant, en faisant des expériences astucieuses, il déduit que la masse de ces particules est beaucoup plus petite que la masse du plus petit atome connu, à savoir l'hydrogène, qui est juste un proton puis un électron. Et donc, il voit qu'il y a des objets qui sont beaucoup moins massifs, 1000 fois, enfin 2000 fois même moins massif que le plus petit des atomes. Donc, c'est vraiment l'ouverture du monde subatomique. Et c'est comme ça que tout commence. Vous voyez, 2000 fois plus petite que le noyau le plus léger. Donc, c'est vraiment le lancement de la physique subatomique. Alors, j'aime bien montrer cette petite image. Donc, ça, c'est le tube de Crookes. Enfin, c'est le même. Et puis, ça c'est ce qu'on voit dans les hiéroglyphes égyptiens. Je suis tombé sur un site conspirationniste. Un jour, il y avait des trucs. Ils expliquaient qu'en fait, je ne sais pas, les pharaons, ils devaient regarder la télé dans les tubes cathodiques dans les temples. Mais en tout cas, j'aime bien montrer cette image parce que ça rappelle vraiment le problème. On a l'impression que là, il y a le câble haute tension qui vient alimenter le truc. Et puis, on voit ici les électrons qui sont défléchis par le champ magnétique. Donc, bon, c'est rigolo, mais le fait que les particules chargées soient défléchies par le champ magnétique, ça va jouer un rôle crucial dans ce qui suit. OK, donc il y a eu vraiment cette décennie absolument révolutionnaire à la fin du 19e siècle. On croyait avoir tout compris, la matière, la lumière, tout va bien. Mais on découvre donc en 97 la première particule subatomique, un électron. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis, alors 2 ans avant, on découvre les rayons X, dont on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, mais on ne le saura que bien plus tard, 17 ans plus tard, on découvrira qu'en fait, c'est juste de la lumière, que c'est des ondes électromagnétiques avec des longueurs d'onde plus faibles. On découvre aussi, toujours dans les mêmes années, la radioactivité de l'uranium. Et puis, rapidement, Pierre-Henri Curie, Rutherford, Villard découvrent qu'il y a 3 types de radioactivité, qu'on appelle du coup alpha, bêta, gamma. On ne sait toujours pas ce que c'est. Il y a des trucs bizarres. Bref, il y a tout un tas de rayonnements qui émergent de l'infiniment petit, qui sont porteurs d'une très grande énergie. Et on les voit par leurs effets induits, des transitions chimiques, transitions atomiques, d'ionisation. Mais on ne sait évidemment pas ce que c'est. Et il a fallu du temps pour comprendre. Vous voyez, là, pour comprendre ce que c'était que les rayons X, il s'appelait X parce qu'on ne savait pas ce que c'était, justement. Il a fallu 17 ans pour comprendre que la radioactivité alpha, c'est en fait des noyaux d'hélium. Bêta, c'est en fait des électrons ou des positons. On a 2 types. Puis gamma, c'est des photons. Il a fallu beaucoup de temps. C'est très compliqué quand vous découvrez des rayonnements comme ça, des choses qui ne ressemblent à rien de toutes les expériences de physique que vous avez faites. Il faut comprendre qu'on n'a même pas les outils pour les mesurer, en fait. On voit leurs effets induits, mais on ne voit pas ces particules elles-mêmes.
Et on est dans cette problématique avec les rayonnements cosmiques, avec le rayonnement cosmique dès le départ. Alors, revenons donc à la décharge des électroscopes. Dès lors que on découvre qu'il y a en réalité un monde subatomique avec des particules plus énergétiques, enfin, avec des énergies individuelles sur les particules qui peuvent être bien plus importantes que ce qu'on obtient par des réactions chimiques, on comprend qu'en réalité, ce qui se passe là, dans la décharge des oscilloscopes, c'est tout simplement, probablement, qu'il y a un rayonnement qui vient ioniser l'air, et certes, l'air est isolant, jusqu'à ce qu'on l'ionise, auquel cas, évidemment, on crée des charges qui sont libres de se déplacer. Et en fait, c'est ça qui se passe. Vous avez en fait un rayonnement, c'est pas ce que c'est, mais il y a un rayonnement qui vient de temps en temps ioniser l'air, et donc petit à petit, vous verrez à la fin de l'exposé, ce sera, enfin, regardez la graduation, là, l'électroscope aura commencé à se décharger. Alors, on peut faire des choses beaucoup plus précises et puis, du coup, utiliser cet électroscope pour voir à quelle vitesse il se décharge et donc en déduire l'intensité de l'irradiation de quoi que ce soit qui irradie, mais il y a quelque chose qui irradie et on peut savoir combien. Et donc, cet outil devient en fait un instrument de mesure de rayonnement. Et ça qui est intéressant, donc ça explique évidemment les observations qu'avaient faites Coulomb et Faraday. Et on va se servir de cet outil pour mesurer les rayonnements. Alors, assez rapidement, donc dès qu'on découvre à la fin du XXe siècle, pardon, du XIXe siècle, qu'il y a des rayonnements ionisants, on commence à faire tout un tas d'expériences. On constate en fait très rapidement qu'il y a ce qu'on appelle la radioactivité naturelle aujourd'hui. Les roches sont un petit peu radioactives. D'ailleurs, si on va dans le fond des mines, c'est Wilson dès 1901 qui travaille dans le fond des mines et il voit qu'en fait, ça se décharge pareil que la surface. Rutherford comprend qu'en fait, donc, il y a de la radioactivité naturelle dans la roche, du potassium, il y a aussi un peu de l'uranium dans les roches, ça dépend. Enfin, il y a des minerais plus ou moins radioactifs. Puis aussi, le fait, c'est compliqué parce que en fait, quand on travaille avec des instruments, qu'on a un minerai radioactif, puis qu'après, on va tester à un autre endroit, mais qu'on emporte le même instrument, ben, l'instrument, il a été lui-même irradié et ça a activé une radioactivité plus lente qui continue. Donc, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on mesure. Est-ce qu'on mesure la radioactivité de l'instrument lui-même ou de ce qu'il y a autour? Tout ça est très difficile et très confus. Et donc, en particulier, il y a Theodor Wolff qui invente en fait des électroscopes un peu plus sophistiqués que ça, en fait très sophistiqués. Il fait les meilleurs électroscopes au monde avec des fils d'or. Et puis, il a une lunette qui permet de voir précisément de combien ça se rapproche. On n'est pas obligé d'attendre 3 heures que le truc soit déchargé. Donc, pour faire des mesures très, très précises, extrêmement fines. Et il a l'idée de travailler, en fait, il travaille à la Tour Eiffel, il a l'idée d'utiliser son électroscope au sol, puis de monter. Vous savez qu'il y avait un laboratoire au sommet de la Tour Eiffel, un laboratoire de physique, il y avait plein de choses intéressantes, de météorologie. Et donc, il mesure le taux d'irradiation au sol, et puis il monte, et puis il mesure le taux d'irradiation avec le même instrument. Donc, puis après, il redescend, puis il remonte, puis il compare, en fait. L'idée étant que si la décharge des électroscopes est due à la radioactivité ambiante, la radioactivité du sol, de la roche, et ça c'est prouvé, parce qu'encore une fois, on va dans les mines, et oui, c'est sûr, ça irradie. Donc si c'est le cas, plus on s'éloigne du sol, évidemment, moins ça devrait être irradié, parce que l'air absorbe le rayonnement. Et en fait, on peut savoir exactement combien l'air absorbe le rayonnement. Vous mettez un minerai d'uranium, vous mettez votre électroscope, vous voyez à quelle vitesse il se décharge, ça vous donne l'intensité du rayonnement, puis vous l'éloignez, puis vous voyez, c'est en 1 sur R2, mais pas tout à fait, puisqu'en fait, il y a de l'absorption de l'air. Donc, vous pouvez savoir exactement de combien c'est absorbé. Et vous pouvez voir que, typiquement, au bout de 80 mètres, vous avez perdu la moitié de l'intensité d'ionisation. Et donc, il travaille. Alors, ce qu'il voit, c'est qu'il y a à peu près 6 ions par centimètre cube au sol, en régime stationnaire. Et au sommet de la Tour Eiffel, il y en a moins, mais pas aussi peu que ça devrait. 3,5 ions par centimètre cube. Et si on compte le fait qu'il y a 320 mètres, tous les 80 mètres, on perd la moitié, il suffit de faire le calcul et on voit qu'il devrait y avoir beaucoup moins que ce qu'on observe. Donc ça, c'est très intriguant. Et encore une fois, peut-être que la Tour Eiffel elle-même est source
de radiation. Donc, il y a une combinaison de ce qui viendrait du sol, effectivement, mais aussi de ce qui vient de la tour Eiffel, puis de ce qui vient de l'instrument lui-même. C'est un peu compliqué. Et c'est là que les gens se disent, mais en fait, on va carrément s'éloigner de toute matière. On va partir en ballon. Et donc, dès 1909, Bergwijn, là, c'est un Suisse là, qui va en ballon jusqu'à 1300 mètres. Rappelez-vous, c'est le début des ballons aussi. Hein. Vous avez vu la nacelle que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais vous en montrer après. Et bon, les gens se débrouillent et ils arrivent. Et alors, ils trouvent qu'il y a une réduction de 24% à 1300 mètres. Et ils pensent que c'est compatible avec l'absorption. Bon. Mais ce n'est pas très clair. Le résultat est remis en question. Ce n'est pas facile à faire ces mesures. Donc, il y en a d'autres qui tentent aussi en ballon la même année jusqu'à 3000 mètres. Et là, ça commence à être pas tout à fait compatible avec l'idée dominante qui est que c'est la radioactivité naturelle, quoi. Alors là, il y a un Italien qui a une autre idée. Il se dit, mais en fait, il y a une autre façon d'être loin de la croûte terrestre, enfin de la roche avec la radioactivité. Plutôt que de monter en ballon, il suffit d'aller au milieu d'un lac. C'est vrai, il suffisait d'y penser. Sauf si l'eau elle-même est radioactive. Alors, c'est là que c'est pas évident. Alors, il va d'abord en mer Tyrrhénienne, puis après sur le lac de Bracciano. Et en fait, donc, il regarde si l'intensité décroît quand il s'éloigne en fait, de la rive, quoi, de la roche. Et puis, alors, il voit qu'en fait, non, pas vraiment. Et pour voir si ce n'est pas l'eau, du coup, qui est responsable, enfin, c'est-à-dire, l'eau pourrait, elle, aussi être responsable, auquel cas, il n'y a pas de raison que ça décroisse. Donc, il met aussi son instrument sous l'eau. Il voit qu'à 3 mètres sous l'eau, il n'y a plus rien, quoi. Quasiment plus rien. Donc, c'est un peu étrange. Et il comprend en tout cas que ça ne vient pas de la croûte terrestre. Bref, vous voyez, il y a un peu toutes ces idées. On se demande bien ce que c'est. Et il y a Victor S. qui planifie en fait toute une série de vols en ballon pour aller encore plus haut. Il travaille avec les électromètres de Theodor Book, dont je vous ai parlé, truc très précis. Donc, il embarque dans sa petite nacelle avec un technicien et puis un météorologue qui est chargé de voir s'il n'y a pas un orage qui arrive pour se poser vite fait. Ils sont 3 dans cette petite nacelle, c'est un truc de fou. J'ai vu une nacelle de ce type-là. Je vous assure qu'on n'a pas envie de monter dedans, surtout pas à 3000, 4000. Ils sont allés jusqu'à 5000 mètres lors de ce vol historique, le 7 août 1912. Donc, ils ont démarré à Osijek, ou Ústí pour les Tchèques, en Bohème, à 6 h du matin. Quelle idée! Et puis, donc, ils ont atteint. Donc l'idée, c'est qu'ils montent un peu, ils regardent la vitesse de décharge, à quelle vitesse se décharge l'électroscope, ils en déduisent le taux d'irradiation, ils notent, ils montent un palier au-dessus, ils notent, ils montent. Voilà. Et donc, ils essayent de voir en fonction de l'altitude, à mesure qu'on s'éloigne du sol, comment varie cette irradiation. Donc, il arrive à l'altitude maximale à 5350 mètres, il ne devait pas faire chaud, et puis finalement, il vient se poser dans la campagne brandebourgeoise, là, à midi, très bien. Et alors, ce qu'il obtient, c'est ça. Alors ça, c'est compilé avec les données de Colorster qui a envoyé des trucs automatisés jusqu'à carrément 9000 mètres, 9 km. Et voilà ce qu'on voit, en fait. Donc ça, c'est l'intensité du rayonnement en fonction de l'altitude. Enfin, l'inverse, l'altitude en fonction de l'intensité du rayonnement, comme vous voulez. Donc, vous voyez que quand on s'éloigne du sol, ça commence à diminuer un peu. Et donc ça, c'est ce qu'avait vu Theodor Wolff à la Tour Eiffel. Quand on s'éloigne au début, le rayonnement diminue. Pas autant que ce qu'on attendrait, mais il diminue un peu. Et puis après, il n'y a plus de doute, il se met à augmenter et augmenter violemment. Donc la conclusion, elle est sans appel. Le rayonnement vient du dessus, vient du cosmos. Et non seulement on voit qu'il y a un rayonnement qui vient du cosmos, alors ce qui est vraiment totalement inattendu, bien évidemment, parce que le seul rayonnement qu'on connaît dans du cosmos à l'époque, c'est la lumière du Soleil, des étoiles, qui sont incapables d'ioniser quoi que ce soit. Non seulement on voit que c'est ionisant et que ça vient du cosmos, mais en regardant, en fait, quand vous descendez de 2 km, vous avez perdu que, disons, la moitié du rayonnement. Ça veut dire que c'est un rayonnement extrêmement pénétrant. Hein, puisque le rayonnement le plus pénétrant qu'on connaissait, né du radium, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout de 80 mètres, vous avez perdu la moitié.
Là, au bout de 2 km, vous avez perdu la moitié. C'est-à-dire que c'est extrêmement pénétrant. Donc, ces particules-là sont très ionisantes, elles viennent du cosmos, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Et là, pendant 17 ans, en fait, on va se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est de la matière, comme on l'avait vu pour la radioactivité alpha, par exemple, le noyau d'hélium? Est-ce que c'est de la lumière, comme la radioactivité gamma, ou bien les rayons X? On ne sait pas. Et alors, Robert Millikan, qui est prix Nobel à l'époque, lui, il pense que c'est de la lumière, que c'est des rayons gamma. C'est lui qui donne le nom en 1925 de rayons cosmiques. Alors, il se trouve qu'il se trompait, puisqu'en fait, à partir de 1929, on commence à voir qu'en fait, ce sont des particules chargées. Et donc, ce n'est pas de la lumière, parce que c'est chargé. On voit ça en travaillant avec des Geiger, etc. Et puis, on voit aussi qu'en fait, ces particules sont défléchies dans le champ magnétique. Donc, c'est bien la preuve qu'ils sont chargés à nouveau. Qu'elles sont chargées, ces particules. Voilà, mais c'est très difficile parce qu'en fait, bon, d'abord, on n'a pas réellement de détecteurs pour les développer. Ça, c'est des détecteurs chambre à bulles, etc., qui ont été développés au fur et à mesure qu'on découvrait ce monde subatomique. Mais donc, on ne sait pas quoi en a faire, on ne sait pas comment les détecter, et tout se développe un petit peu en même temps. C'est quand même un peu la confusion. Et surtout, le fait que les particules soient chargées, ça n'a pas suffi à Millikan pour dire « Ok, vous avez gagné, ce n'est pas des photons ». Parce que, en réalité, ce à quoi on a affaire, ce ne sont pas les rayons cosmiques eux-mêmes, ce sont les produits d'interaction des rayons cosmiques avec notre atmosphère. On a affaire qu'aux particules secondaires, ce que j'ai indiqué ici. Le premier problème, c'est qu'en réalité, les rayons cosmiques interagissent avec l'air dans la haute atmosphère, et on a des particules secondaires qui, elles, sont chargées. OK, mais est-ce que ça veut dire que les particules qui sont arrivées elles-mêmes sont chargées? Et en fait, ce n'est pas du tout simple à savoir. Sauf que, en fait, il y a un aimant à l'échelle de la planète, c'est la Terre elle-même, qui a son champ magnétique. Et donc, si les particules qui viennent du cosmos sont chargées, elles vont être affectées par le champ magnétique créé par la Terre elle-même et défléchies. Et en fait, c'est assez simple de voir qu'il doit y avoir un effet de latitude, c'est-à-dire qu'en fait, les particules peuvent rentrer facilement en direction des pôles, si elles viennent comme ça, parce que vous savez que la force magnétique, c'est UV vectoriel B, hein, donc si la vitesse est parallèle à la ligne de champ, il ne se passe rien. Et donc, c'est facile de rentrer par là. Par contre, les particules qui arrivent par ici, elles sont défléchies par le champ magnétique et demi-tour, elles repartent. Et donc, on s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup moins vers l'équateur que vers les pôles. C'est pour ça qu'il y a les aurores polaires, les aurores boréales, australes, les sont près des pôles. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a fini. Alors, déjà, Clair, en 1927-1928, avait repéré cet effet de latitude, et c'était encore parcellaire. Et Compton, armé lui aussi de son prix Nobel, a pu lancer une expédition aux quatre coins du monde. Ils étaient 60 chercheurs répartis sur la planète. Ils ont pu mesurer l'intensité de ce rayonnement cosmique en fonction de la latitude. Et effectivement, ça ne laissait aucun doute. Il y en a beaucoup plus au pôle qu'à l'équateur. Donc, les particules, même les particules primaires, sont chargées. Et puis, par ailleurs, en fait, ça c'est plus tard, on peut voir qu'il y a un effet est-ouest. Si les particules arrivent comme ça, soit les défléchit comme ça, soit les défléchit comme ça, suivant son signe. Pour le champ magnétique, il est ce qu'il est. Et donc, suivant le signe, c'est défléchi plutôt dans un sens, plutôt dans l'autre. Et en fait, il y a effectivement une asymétrie est-ouest qui a permis de déterminer que ce sont des particules chargées positivement. Alors, de fait, ce sont essentiellement des protons. Alors, je vais accélérer un peu parce que je ne vais pas passer trop de temps, mais je voulais juste vous indiquer qu'à partir du moment où on a découvert ce rayonnement, il est de très haute énergie, de bien plus haute énergie que tout ce qu'on peut obtenir avec la radioactivité standard, du radium, etc. Et donc, on peut commencer à étudier les interactions de ces particules. Donc, on développe des chambres à brouillard, je ne rentre pas dans les détails, des chambres à bulles, etc., pour détecter ces particules. Et c'est donc dans des traces de rayons cosmiques qu'a été découvert pour la première fois en 1932 par Carl Anderson, qui est aussi prix Nobel pour ça. Il y a énormément de prix Nobel associés aux rayons cosmiques, en fait, quand on regarde l'histoire. Ce qu'il a découvert, donc par hasard,
dans une trace de rayon cosmique le positon, donc l'anti-électron qui avait été prédit 2 ans plus tôt par Paul Dirac. Voilà, et puis, mais alors, vous voyez, en fait, c'est compliqué, c'est pour ça que j'avais mis, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une chambre à brouillard ou une chambre à bulles. Là, c'est une chambre à brouillard. Vous mettez, en fait, vous avez de l'air que vous mettez à la limite de la condensation. Vous faites une détente, vous abaissez sa pression, sa température. Et s'il y a une particule qui arrive, qui vient ioniser et déposer de l'énergie dans cette enceinte, en fait, elle va faire condenser des gouttelettes. Et donc, ça va vous faire des petites bulles. Enfin, ça va faire un brouillard en l'occurrence. Vous pouvez faire l'inverse entre liquide et vapeur. Et à ce moment-là, ça vous fait des bulles. Donc, chambre à bulles, chambre à brouillard, toutes ces choses-là sont des outils qui ont été inventés justement pour essayer de voir des dépôts d'énergie et de suivre des traces. C'est comme ça. Donc, ensuite, on voit voilà, le long de la trajectoire, on voit que c'est courbé. Donc là, la particule, manifestement arrivée d'ici. Là, il y a du plomb, donc la particule elle dépose de l'énergie. Elle est défléchie par le champ magnétique, donc elle a une certaine charge. Là, il y a du plomb, elle interagit, elle perd de l'énergie, et vous voyez qu'elle a moins d'énergie, du coup, son rayon de courbure est plus grand. Donc, on peut suivre, on peut comprendre, on peut voir combien la particule a perdu d'énergie dans l'épaisseur, etc., et déduire tout un tas de choses. En fait, on peut faire plein de physique à partir de ce genre d'outils. Mais à l'époque, voilà, vous avez un récipient comme ça, vous faites le vide, et là, vous espérez que, et puis vous prenez la photo pendant que c'est soit en état de surfusion, soit proche de la condensation. Et puis, s'il n'y a rien, vous recommencez. Il faut recommencer, puis on reprend une photo. Puis il faut développer la photo. Et puis, la plupart du temps, il n'y a rien, évidemment, dans la photo. C'est pas je prends une photo, puis je regarde. Non, c'est pas vous. Vous avez tous vu un labo photo, peut-être. Enfin, et donc, c'est extrêmement laborieux. C'est pour ça que lorsque Blackett et Oconi ont inventé la chambre à bulles à déclenchement intelligent, ça a changé la vie, parce que là, l'idée, c'est que vous avez un détecteur où vous voyez qu'il s'est déposé de l'énergie. Ça veut dire, il y a peut-être un événement intéressant. Et là, vous déclenchez votre processus et vous prenez la photo uniquement au moment où il y a un truc qui se passe. Donc ça a été un pas majeur. Et à partir de là, on a pu faire énormément d'études de physique des particules. Alors, en particulier, on a découvert que l'énergie peut créer des paires particules-antiparticules. On a vu la réversibilité de la transformation de la lumière en matière. Donc, la lumière peut faire une paire d'électrons-positons, mais l'électron-positon peut émettre de la lumière, etc. Bon. Et puis, il peut se développer ce qu'on appelle des gerbes de particules. Et là, typiquement, ce que vous avez, c'est que vous avez une particule énergétique qui arrive ici, qui vient, alors ça, c'est pareil, c'est du plomb ou un matériau dense. La particule interagit et si elle a beaucoup d'énergie à l'entrée, elle va pouvoir créer plusieurs particules secondaires qui, à nouveau, vont laisser des traces dans cette chambre à bulles. Et puis, les particules vont interagir, vont en créer d'autres, puis d'autres, et vous voyez qu'ils se développent, là c'est une autre ici, il se développe des gerbes de particules, on appelle ça des gerbes, shower en anglais, des pluies de particules, où vous avez donc l'énergie d'une particule initiale, une particule très énergétique, qui se transforme en beaucoup de particules de plus faible énergie. Donc ça, c'est très important, on va y revenir après. Donc voilà, dans les années 30 se développe la théorie de ces gerbes de particules, Carlson, Oppenheimer, Heitler, etc. OK. Alors, toujours dans les traces de rayons cosmiques, en 1936, on découvre le muon. Vous avez tous entendu parler des muons. Donc, on voit qu'effectivement, il y a plein de muons dans les particules secondaires, mais attention, quand on dit c'est les muons cosmiques, il n'y a pas des muons qui se baladent dans l'espace. Ils sont créés dans l'atmosphère par l'interaction des rayonnements cosmiques dans l'atmosphère. OK, je passe un peu rapidement aussi. Donc, tout ça grâce aux rayons cosmiques, on découvre l'antimatière en 32, les muons en 36, en 47, on découvre les pions, et puis ce qu'on appelle les particules étranges, des particules qui ont une durée de vie beaucoup plus grande que ce qu'elles devraient avoir compte tenu de leur masse, etc. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais on sait maintenant que c'est parce qu'en fait, elles ont un quark étrange. On l'appelle étrange pour ça. Elles étaient étranges parce qu'il y avait une durée de vie longue, ces particules. Elles auraient dû décroître beaucoup plus vite, ce n'était pas le cas. Bon, pour
des raisons de symétrie quantique. Voilà, donc vous voyez, en fait, toute la physique des particules est née par le rayonnement cosmique pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas d'accélérateur de particules à l'époque. Notre accélérateur de particules, c'est l'univers. Il nous envoie des particules énergétiques. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il y a plein de particules secondaires qui se développent dans l'atmosphère et on peut regarder comment elles interagissent et on regarde leurs propriétés, leurs charges, dans quel sens elles sont défléchies, etc. Comment elles en créent d'autres, comment elles s'annihilent. Bref, on peut faire toute la physique des particules et c'est né, vraiment toute la physique des particules est née à partir du rayonnement cosmique. Et puis, à partir, donc on ne sait toujours pas d'où ils viennent, ces rayons cosmiques, mais ce n'est pas grave, c'est des outils en fait pour étudier la physique à haute énergie. Mais alors, que sait-on donc des rayons cosmiques? À l'époque, donc pas grand-chose, on sait que c'est des particules chargées, on sait que c'est des charges positives, je vous l'ai dit, à cause de l'effet S-Ouest. On sait qu'il y a des rayons cosmiques jusqu'à des énergies de l'ordre de 10 puissance, 10 GeV, c'est-à-dire 10 puissance 10 électronvolts, donc ils sont relativistes. Un proton à 10 puissance 10 électronvolts a un facteur de Lorentz de 10, hein, donc quasiment la vitesse de la lumière. On sait à partir de 1941 qu'effectivement, c'est principalement des protons, je dirais, à l'entrée de l'atmosphère. Et ça, en soi, c'est une révolution majeure. J'ai insisté un peu pour dire que tout ce qu'on savait sur le cosmos, on le tient de la lecture de la lumière qui nous vient donc, en tant que messager cosmique. Mais en fait, ce n'est pas que. Il y a aussi de la matière qui nous vient du cosmos. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a des protons qui nous arrivent de la galaxie. Donc, c'est de la matière extraterrestre par définition, qui vient alourdir petit à petit la Terre. Alors, je vous dirai combien tout à l'heure, ce n'est pas beaucoup. Donc, on ne sait rien de ces rayons cosmiques eux-mêmes. D'abord, que sont les particules primaires? Ok, c'est principalement des protons, mais et quoi d'autre? Quelles sont leurs caractéristiques? Quel spectre d'énergie? Quelle composition donc, exactement? Il n'y a sans doute pas que des protons. D'où viennent-ils? Comment est-ce qu'ils acquièrent l'énergie dans la galaxie? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Et quel est leur rôle? Puisqu'ils irradient la matière terrestre, mais ils irradient aussi la matière galactique. Qu'est-ce que ça peut provoquer? En quoi ils peuvent jouer dans les processus d'astrophysique? Ça, c'est intéressant. Et puis, est-ce qu'on peut les utiliser pour faire de l'astrophysique, c'est-à-dire en tant que messager? De la même façon qu'on décrypte le langage de la lumière qui nous parvient pour déduire des tas de choses sur le cosmos, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces particules-là comme des messagers cosmiques à part entière et d'en déduire, de regarder le ciel avec des nouveaux yeux, enfin des nouveaux messagers? Donc, il y a eu en 1953 une scission importante entre les gens qui se sont intéressés aux rayons cosmiques pour eux-mêmes, c'est parti plutôt du côté de l'astrophysique, les gens qui s'intéressaient aux rayons cosmiques en tant que source de justement particules à haute énergie pour étudier la physique de la matière à petite échelle, matière subatomique et la matière à haute énergie. Et donc, ils sont allés sur en physique des particules. Alors, cette date de 1953, c'est le moment où on a commencé à avoir, en particulier au CERN, des accélérateurs de particules qui permettaient, plutôt que d'attendre que la nature veuille bien nous envoyer des particules, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop à quelle énergie pour regarder ce qui se passe, si on peut nous-mêmes fabriquer notre propre faisceau, on sait exactement ce qu'on envoie à quelle énergie, évidemment, pour étudier les lois de la matière à haute énergie, c'est quand même plus pratique. Donc, les gens qui s'intéressaient plutôt à la physique des particules, évidemment, ont cessé de s'intéresser aux rayons cosmiques, mais fort heureusement, des gens comme Pierre Auger, en France, Louis Le Prince-Ringuet aussi en France, plus intéressé par la physique des particules. Pierre Auger s'est tourné très tôt vers l'astrophysique du rayonnement cosmique, et je vais en dire un mot. Tous ces gens travaillaient ensemble avant, parce que les rayons cosmiques, physique des particules, c'est la même chose. Et plus maintenant. Alors, donc, je vous l'ai dit, je vais sauter rapidement les années. Les rayons cosmiques, le problème, c'est qu'ils interagissent dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'on voit au sol, ce n'est pas les rayons cosmiques. Et donc, ça, c'est un problème majeur, parce qu'on pour essayer de comprendre ce que c'est, d'où ils viennent, etc., il faudrait pouvoir accéder aux particules primaires. La seule solution, c'est d'aller dans l'espace. Évidemment, en 1953, il faut oublier d'aller dans l'espace. Mais enfin, finalement, on a fini par y aller. Et donc, on a pu détecter des rayons cosmiques avant leur interaction dans l'atmosphère. Et je vais juste vous donner un petit peu rapidement le bilan de ce qu'on a appris de tout ça. Donc, grosso modo, ça c'était pour les ordres de grandeur, il y a à peu près 4 rayons cosmiques par centimètre carré par seconde qui arrivent partout sur la planète. Partout. Si vous sommez,
disons que c'est des protons, vous faites la masse totale qui arrive chaque seconde, ça vous fait à peu près 1 kg par an de matière extraterrestre qui arrive comme ça sous forme de rayons cosmiques. C'est évidemment très faible. Je vous ai mis par comparaison ce qu'il y a à peu près pour les météorites qui arrivent. Sauf que les météorites, ils viennent du système solaire. Les rayons cosmiques, ils viennent de toute la galaxie. Et même d'au-delà de la galaxie pour ça. Mais très, très peu. Donc, la grande nouveauté, c'est que quelque chose vient du cosmos et qui ne sépare de la lumière. Donc, comme je vous disais, on a des nouveaux messagers. On peut s'attendre à une nouvelle astronomie qui aille au-delà de l'astronomie photonique. Donc, ce qui est intéressant avec les rayons cosmiques, c'est qu'il y a une deuxième dimension spectrale. Parce que du coup, on a le spectre d'énergie, comme les photons, et en fait, tout ce qu'on tire de la lumière pour notre connaissance du cosmos vient de l'analyse du spectre de la lumière. Le fait qu'il y ait des raies, par exemple, à certaines énergies bien précises, certaines longueurs d'onde bien précises pour les photons, ça nous permet de reconnaître qu'il y a tel ou tel élément, etc. Enfin, faire toute la physique à partir de cette dimension spectrale. Et pour les rayons cosmiques, il y a une deuxième dimension spectrale qui va être le spectre de masse, puisque chaque rayon cosmique, il a à la fois une certaine énergie, peut être ceci ou cela, mais aussi une certaine masse, c'est-à-dire ça peut être un noyau de carbone, ou un noyau de néon, ou un noyau d'hydrogène, etc. Et alors là, je vous montre ici le résultat d'énormément de travaux, évidemment, astrophysiques. C'est la composition du milieu interstellaire autour du système solaire. Dans la position du système solaire, si on veut, c'est pas très différent. Donc ça, c'est l'abondance relative en fonction du numéro atomique. Donc ça part de l'hydrogène, jusqu'à l'uranium. Et vous voyez qu'il y a des patterns. Alors attention, c'est une échelle logarithmique ici. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des diversités énormes en fait dans les abondances. Si on prend comme référence ici, disons l'uranium, si on prend 1 pour l'uranium, vous voyez que voilà, au niveau du titane, du phosphore, on a à peu près 1 million, beaucoup, beaucoup plus. Carbone, oxygène, 1 milliard. Et puis, hydrogène, hélium sont clairement les plus abondants dans l'univers. On a 1000 milliards. Alors, tout ça est à comprendre et à expliquer. Donc, c'est toute la nucléosynthèse. C'est un chapitre très important de l'astrophysique. On arrive à comprendre ces choses-là. Et je voulais attirer votre attention sur ces 3 éléments-là. Vous voyez, grosso modo, ça, ce sont les éléments primordiaux qui sont formés par la synthèse primordiale. Puis, il y en a de moins en moins. Sauf pour ces 3-là, on a l'impression qu'ils devraient être par là, quoi. Et il n'y en a quasiment pas, en fait. Du lithium, du barium et du thorium. Alors ça, c'est étrange à première vue. En fait, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, ils ne sont pas fabriqués par les étoiles, contrairement aux autres noyaux. Donc, en fait, il ne devrait y en avoir pas du tout. Et ce qu'on remarque, c'est que si on compare maintenant l'abondance, donc là, en vert, c'est exactement ce que je vous ai montré avant, c'est que je jouais sur le noyau de petites charges. Donc ça, c'est l'abondance en vert de la matière interstellaire. Et si vous regardez maintenant l'abondance du rayonnement cosmique lui-même, c'est-à-dire on va dans l'espace pour choper les particules avant qu'elles interagissent avec l'atmosphère, et on regarde ce que c'est. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est pareil, c'est les mêmes abondances, sauf ces 3 éléments-là, il y en a beaucoup plus là. Et puis là aussi, ces éléments-là, en fait, il y en a beaucoup plus dans le rayonnement cosmique. Alors, comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs conséquences à tirer de ça. C'est d'abord, en réalité, ce qu'on voit, c'est que quand même, si on oublie ces zones-là, grosso modo, c'est pareil. Et ça nous dit qu'en fait, les rayons cosmiques, ils viennent du milieu interstellaire. Ils ont été accélérés par, je ne sais pas comment, mais ils ont été accélérés. C'est de la matière du milieu interstellaire qui a été accélérée d'une façon ou d'une autre. Et il y a effectivement ces écarts-là. Et ces écarts, ce n'est pas rien, hein, c'est 1 million de fois plus ici. Et alors, on a compris d'où ça venait, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que... j'ai essayé d'aller vite. Ce qui se passe, c'est que si vous avez un noyau de carbone, par exemple, ou d'azote ou d'oxygène, qui est accéléré quelque part, je ne sais pas comment, accéléré dans la galaxie, et qui se balade au hasard des champs magnétiques, défléchi par les champs magnétiques, la galaxie,
c'est vide, mais pas tout à fait. De temps en temps, il y a un peu des noyaux qui traînent aussi. Et si vous avez un noyau très énergétique, mettons de carbone, qui vient taper un proton, c'est un noyau d'hydrogène qui est là dans le milieu interstellaire, en fait, s'il est suffisamment énergétique, il va se faire éplucher, il va perdre 1 ou 2 nucléons, voire 3, voire 4. C'est ce qu'on appelle le processus de spallation. Et donc, un noyau du rayonnement cosmique énergétique qui vient taper dans le milieu ambiant va faire des rayons cosmiques un peu moins lourds. Et en fait, c'est ça qui se passe. En fait, tous ces noyaux-là, c'était du carbone, de l'azote ou de l'oxygène qui, en vol, ont perdu des éléments. Et du coup, ils sont un peu moins nombreux que ça, mais ils sont beaucoup plus... Enfin, peu importe ce qu'il y avait dans le milieu interstellaire, ce qu'il y a dans le rayonnement cosmique, ce n'est pas le milieu interstellaire qui a été accéléré. C'est le carbone, l'azote et l'oxygène qui ont été accélérés et qui se sont fait éplucher en vol. Et alors, du coup, ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de combien il y en a, vous savez quelle quantité de matière le carbone, l'azote et l'oxygène ont rencontré depuis leur source jusqu'à la Terre, jusqu'à ce qu'on les détecte. Et ça, c'est très précieux, en fait. Parce que quand on connaît les sections efficaces d'interaction, on sait exactement donc, quelle quantité de matière ils ont traversé. Et sachant qu'ils vont à la vitesse de la lumière, on sait combien de temps ils ont mis à se propager. Et donc, on est capable de déduire ces choses-là. Et alors, vous voyez qu'il se passe la même chose ici, sous le pic du fer. En fait, tous ces noyaux-là, s'ils étaient accélérés du milieu interstellaire, il y aurait cette quantité-là. Mais il y en a beaucoup plus. C'est qu'en fait, ce sont des noyaux de fer qui se sont fait éplucher aussi et qui sont venus peupler ici les noyaux en dessous. Et là, on peut aussi vérifier que la quantité de matière à traverser pour éplucher le fer, pour faire cette quantité de titane, par exemple, ou de chrome, c'est bien la même que la quantité de matière qu'il faut traverser pour éplucher du carbone en beryllium, des choses comme ça. Bref, vous voyez qu'on peut faire de la physique avec et en déduire, par exemple, donc, le temps de confinement des rayons cosmiques dans la galaxie. Alors, on trouve typiquement de l'ordre de 20 millions d'années. Entre le moment où ils sont accélérés à partir du milieu ambiant avec la composition ambiante et le moment, il y a des petites anomalies qu'on peut comprendre et qui sont intéressantes, mais au premier ordre. Entre le moment où ils sont accélérés et le moment où on les reçoit, on sait qu'ils ont traversé telle quantité de matière et qu'ils ont vécu tant de temps. Il faudrait rentrer dans les détails pour justifier précisément ça, mais je vois qu'il faut que je conclue, je crois. Mais c'est dommage parce que je ne vous ai pas encore parlé des rayons cosmiques. Mais disons des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Mais j'y viens très vite. Alors, donc ces rayons cosmiques, vous voyez qu'ils sont très nombreux, ils se propagent dans la galaxie, et ils sont très énergétiques, donc ils ont tout un tas d'interactions. Et comme je l'annonçais au début, par des processus en cascade, ils régulent la formation d'étoiles, ils ionisent évidemment le milieu interstellaire, et ça c'est très important pour tout ce qui est chimie, processus chimique dans le milieu interstellaire. Ils chauffent aussi parce qu'ils déposent l'énergie, en fait, en ionisant, ils perdent de l'énergie, et puis ils finissent d'ailleurs par se thermaliser, et du coup l'énergie qu'ils ont est redistribuée dans le milieu interstellaire, donc c'est très important. Ils produisent des champs magnétiques, ils ont une influence sur l'astrochimie, puis ils sont responsables de la nucléosynthèse, comme je vous le disais. Bon, il y a un impact sur la santé, les mutations qu'ils produisent, donc qui contribuent à l'évolution des espèces, c'est tout un tas de choses intéressantes. Voilà. Donc on a a priori une nouvelle astronomie. Alors, comme je disais ici, c'est nouveau, c'est sûr, c'est de la matière et pas des photons qui arrivent. Malheureusement, ça ne fait pas d'astronomie précisément parce que ces particules sont chargées et qu'elles sont défléchies par les champs magnétiques. Par conséquent, on ne peut pas pointer vers la source en les regardant. En fait, ça, c'est la trajectoire simulée, mais que j'aurais pu très bien gribouiller à la main. C'est la trajectoire simulée d'une particule, d'un rayon cosmique dans le milieu interstellaire, dans la galaxie, simplement sous l'influence des champs magnétiques. Et comme il y a des champs magnétiques turbulents un peu dans tous les sens dans la galaxie, en fait, la trajectoire des particules est complètement chaotique, ce qui fait que ces rayons cosmiques sont entièrement isotropisés. Donc, ils sont cosmiques, mais ce n'est pas des rayons, au sens où un rayon de bicyclette, c'est un truc qui part d'un centre et qui va tout droit. C'est ça un rayon. La lumière fait des rayons. Mais en l'occurrence, pour les rayons cosmiques, on a une isotropisation complète et on ne peut pas voir les sources parce que s'il y a un rayon cosmique qui arrive par là, si ça se trouve, la source, elle était là, mais entre-temps, il a été défléchi, puis quand il arrive, il vient de là. Donc, quand on voit un rayon cosmique quelque part, ça ne veut pas du tout dire qu'il vient de là. Et en fait, les champs magnétiques sont tels que ces rayons cosmiques sont complètement isotropisés
dans l'espace. Donc, on ne peut pas faire de pointée. Voilà, j'accélère. Donc, ça, c'est, vous voyez, même si vous ne voyez pas la source, il suffit de remonter les rayons, vous savez où elle est, la source. Et voilà, si vous êtes dans le brouillard, ben en fait, c'est ça, le brouillard, c'est exactement ça. Vous pouvez mettre une lampe, mais en fait, les photons sont rediffusés par toutes les gouttelettes et il n'y a absolument aucun endroit qui est plus intense qu'ailleurs. Si vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas où est le soleil, quoi. Eh bien, ça, c'est une photo haute définition du ciel bleu en rayons cosmiques. C'est exactement un brouillard, c'est un brouillard magnétique. Le champ magnétique de la galaxie va complètement isotropiser tous les rayons cosmiques. Et vraiment, où que vous regardiez dans le ciel, il y a la même quantité, le même flux de rayons cosmiques. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors, la solution, c'est d'aller à plus haute énergie. Parce que les déflexions par le champ magnétique dépendent évidemment de l'énergie, ce qu'on appelle la rigidité magnétique. Le rayon de l'Armor, pour ceux qui ont fait l'électromagnétisme, MV, enfin, la quantité de mouvement divisée par la charge fois le champ magnétique. Donc, plus la quantité de mouvement, plus l'énergie est grande, plus le rayon de giration est grand. Et donc là, vous avez des trajectoires pour des énergies croissantes. À basse énergie, c'est complètement isotropisé. À énergie un peu plus grande, c'est pareil, ça va dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, ça finit par aller quasiment tout droit. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher des rayons cosmiques d'énergie telle que, effectivement, à cette énergie-là, bah, ça va tout droit. Et donc, du coup, si on voit le rayon cosmique qui arrive de là, bah, la source est de là. Et donc, on pourra commencer à faire de l'astronomie avec ces rayons cosmiques. Alors là, je reviens très rapidement en arrière. Je vous ai parlé de Pierre Auger qui s'intéressait aux rayons cosmiques. En fait, en 1938, il a compris, il a découvert ce qu'on appelle les gerbes atmosphériques géantes. En fait, donc, quand vous avez une particule très haute énergie qui arrive, vous vous rappelez, je vous ai montré les gerbes là, dans la matière, les gerbes que les gens ont étudiées dans les années 30. En fait, cette particule peut faire plein de particules secondaires qui en font plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Vous avez le développement d'une gerbe. Et si vous avez... Qu'est-ce qui va pas là ? Oups. Voilà, si vous avez un réseau de détecteurs au sol comme ça, vous allez voir arriver les particules, toucher plusieurs détecteurs en même temps. Et c'est en faisant ça qu'il a déduit, en voyant donc des coïncidences de détection sur plusieurs détecteurs, il a déduit qu'il y avait effectivement des gerbes qui se développaient dans l'atmosphère. Et en regardant combien il y a de particules qui détectent dans chacun des détecteurs, donc il a une idée de leur énergie propre, il a une idée de leur densité, et puis il voit à peu près quelle surface ça couvre, il en peut en déduire une limite inférieure sur l'énergie de la particule incidente. Et c'est là qu'il trouve, donc c'est publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1938, il découvre qu'en fait, il y a des particules, des rayons cosmiques qui ont une énergie au moins égale à 10 puissance 15 électronvolts. Donc, si on dit que énergétique, c'est quand on a une énergie cinétique qui est de l'ordre de l'énergie de masse, on est relativiste, on va grosso modo à la vitesse de la lumière. Très énergétique, c'est 10 fois plus, disons. Eh bien, ces particules, elles sont très, 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 très énergétiques. Le facteur de Lorentz, c'est 1 million. Donc, pour ceux qui ont fait de la relativité, donc ça veut dire que l'énergie, c'est 1 million de fois MC2. Ça ne rigole pas. Et pour ceux qui ont fait de la relativité, vous avez dû entendre parler quand même du facteur de Lorentz, j'espère. Et donc, vous savez que c'est un facteur qui mesure en quelque sorte l'intensité des effets relativistes. À la moitié de la vitesse de la lumière, ce facteur vaut 1,15. À 3/4 de la vitesse de la lumière, il vaut 1,5. À 90% de la vitesse de la lumière, il vaut 2,29. À 99% de la vitesse de la lumière, il vaut 7. Eh bien, ces particules ont un facteur de Lorentz de 1 million. Vraiment 1 million. Alors, personne n'avait jamais imaginé qu'il puisse exister une chose pareille. C'est un truc vraiment, vraiment fou. Oui, oui, vraiment, vraiment fou. Et ça veut dire que si on regarde le phénomène de dilatation des temps, 1 seconde du temps propre de ces particules, c'est 3 semaines de notre temps. 1 seconde, 3 semaines. Ouais, 1 million. Et puis, 1 kilomètre de distance dans le référentiel de ces particules, c'est, enfin, ou dans notre référentiel, dans le référentiel des particules, c'est 1 millimètre.
Donc, c'est un truc vraiment fou, ces particules. Ça a été absolument, ça a été la surprise. Quand Pierre Auger a compris d'abord que les coïncidences qu'il voyait entre ces détecteurs, ce n'était pas juste par hasard, il y a deux rayons cosmiques qui arrivent en même temps. Parce que ça, c'est facile de calculer la probabilité que deux détecteurs déclenchent en même temps, sachant le flux ambiant. Donc, il a bien vu que ça se produisait plus souvent, donc que ça devait être des éléments qui sont corrélés. La seule façon de les corréler, c'est qu'en fait, c'est le même événement. C'est plusieurs particules issues de la même particule incidente. Et donc, voilà, il a fait tout ça, il a fait le travail très proprement. C'est pour connaître l'énergie de chaque particule individuelle. Il mettait du plomb au-dessus des détecteurs et en fonction de l'épaisseur du plomb, il savait quelle énergie minimale il faut pour traverser le plomb et que ça déclenche encore derrière. Donc, il en déduisait l'énergie individuelle des particules. Et il voyait la densité. Enfin, il a fait le travail propre, c'est un très beau travail. Et à la fin, c'est sans appel. Oui, il y a des particules qui font 10 puissance 15 électronvolts dans la galaxie. Alors, d'où viennent-elles? Comment elles sont accélérées? Vous imaginez bien que ça a posé des questions inouïes. Et donc, et surtout, mais par contre, ça nous dit que s'il y a des particules de si haute énergie, elles sont quasiment plus déviées par le champ magnétique. Là, en fait, si. Le problème, c'est que les champs magnétiques galactiques, ils sont de l'ordre de quelques microgauss. Alors, ça fait 10 puissance moins 10 Tesla. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est grand, la galaxie. Et donc, même si vous défléchissez un tout petit peu, au bout d'un moment, très rapidement, vous avez fait le tour complet, puis on ne sait plus du tout d'où vous venez. Et donc, en fait, à ces énergies-là, 10 puissance 15 électronvolts, donc facteur de Lorentz de 1 million pour des protons, le rayon de gyration, donc ce fameux rayon de l'Armor, il est de l'ordre de 1 année-lumière. C'est gigantesque, 1 année-lumière, évidemment. C'est une particule extrêmement énergétique qui, dans les champs magnétiques galactiques, sont peu défléchis. Oui, mais 1 année-lumière, à l'échelle de la galaxie, c'est rien. Et donc, il y a de quoi faire des tours et des tours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que bien que la galaxie ne fasse que, disons, 100 000 années-lumière dans sa grande largeur, enfin, dans son diamètre, je vous ai dit, ces particules restent en fait dans la galaxie 10 millions d'années. Parce qu'elles font le tour, mais plein de fois, plein de fois. Enfin, elles sont complètement isotropisées, elles sont confinées par le champ magnétique galactique. Certes, il faut 1 année-lumière pour faire demi-tour, mais oui, mais il y a plein de fois 1 année-lumière dans la galaxie, et donc finalement, elles sont complètement isotropisées. Alors, la question, c'est est-ce qu'il existe des rayons cosmiques encore plus énergétiques? Il faudrait aller encore plus haut. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Et en 1962, en février, on a détecté un rayon cosmique très énergétique, avec une énergie de 10 puissance 20 électronvolts. Et 10 puissance 20 électronvolts, c'est donc 100 000 millions de fois l'énergie de masse, un facteur relativiste de 10 puissance 11. Je vous ai mis ici par rapport à la vitesse de la lumière, mais évidemment, ça ne veut plus rien dire. Enfin, ça va à la vitesse de la lumière, à un chouïa près complètement indétectable. Ce qui compte, c'est son énergie, justement. Donc, ces particules ont une énergie 10 puissance 11 fois égale à leur énergie de masse. Et en fait, si vous comptez, ça fait plusieurs joules. C'est une énergie macroscopique dans un proton. C'est un truc fou. C'est l'énergie. On a inventé l'unité, le Dyson. Donc, c'est l'énergie de l'ordre du Dyson. C'est une balle de tennis à 150 km/h, 120 km/h, un truc comme ça. Et alors, donc, les effets relativistes pour ces particules-là, oui, c'est vraiment fou. 1 seconde de temps propre de ces particules, c'est 3500 ans de notre temps. Et la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, c'est 1,50 m en référentiel de la particule. C'est-à-dire que pour aller de la Terre au Soleil, la lumière, dans notre référentiel, ça prend 8 minutes. Une particule de cette énergie-là, pour parcourir la distance Terre-Soleil, notre référentiel, ça lui prend 5 nanosecondes. Voilà. 10 puissance 11, c'est beaucoup. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est beaucoup, beaucoup. Et ces particules ont une énergie absolument folle. Et la question, c'est comment elles ont été accélérées? Qu'est-ce qui, dans le cosmos, accélère ces particules comme ça? Par quel mécanisme ou quoi? Et on ne sait pas trop. Et c'est pour ça qu'on cherche, bien sûr. Voilà, et en 1993, en fait, un rayon cosmique encore 3 fois plus important a été vu. On ne fait pas les très, mais c'est les très. OK. Et alors, et maintenant, voilà le troisième problème.
c'est que ces rayons cosmiques les plus énergétiques, ceux dont on se dit, OK, ceux-là, ils vont tout droit. Parce que même dans le champ magnétique galactique, ils ne vont quand même pas être beaucoup déviés. Alors, le problème, c'est qu'ils sont très rares. En fait, ils sont très rares. Et sachant toujours que très, ça veut dire 10 fois, il y en a 10 fois moins. Donc, leur flux est 10 fois plus petit que 10 fois plus petit que 10 fois plus petit que par rapport aux rayons cosmiques standards. En fait, je vais vous montrer un chef-d'œuvre absolu, le plus beau plot de l'univers, mais vraiment le plus impressionnant plot de l'univers. Le voilà. Ça paraît tout bête, mais c'est une merveille absolue. Ceci est le flux des rayons cosmiques en fonction de leur énergie. Et donc, vous avez ici, vous voyez qu'à basse énergie, il y a il y a un certain flux. Je vous ai dit, il y a 4 rayons cosmiques par centimètre carré par seconde. Bon, OK. Pouf, 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 partout sur la planète, enfin partout dans le cosmos, partout dans la galaxie en fait. Et puis plus vous montez en énergie, moins il y en a. Donc ça, c'est le spectre. Alors je vais vous donner les ordres de grandeur pour que vous vous rendiez bien compte. Donc là, voilà, il y a 4 particules par centimètre carré par seconde, ici, je disais. Et les particules les plus énergétiques, celles qui sont là, vous en avez une par mètre carré par milliard d'années. Une par mètre carré par milliard d'années. Alors, ce n'est pas beaucoup. Et vous allez me dire, mais comment on le sait déjà? Alors, c'est simple. Hein. Soit vous avez un détecteur qui fait 1 mètre carré et vous attendez 1 milliard d'années, ou alors vous construisez un détecteur qui fait des milliers de kilomètres carrés. Pardon? Ah non, c'est ce qui est en train d'être fait. Non, alors si, ça on l'a fait déjà. On l'a fait, et c'est l'observatoire Pierre-Roger, le fameux Pierre-Roger dont je vous ai parlé, qui a découvert les gerbes atmosphériques. Donc en son honneur, on a donné ce nom-là. C'est un observatoire auquel on a beaucoup contribué ici à l'APC à l'époque. Il est situé en Argentine, c'est presque à l'échelle ici, enfin pas tout à fait quand même, mais donc 3000 km², il couvre. Donc 3000 km², ça fait 50 fois 60. Hein, donc, je ne sais pas où vous habitez, mais tous, vous habitez, enfin, si on met Paris au centre, on habite tous dans ce périmètre. Hein, c'est très grand. Et en fait, on se sert des gerbes, parce qu'évidemment, on ne pourrait pas mettre un détecteur physiquement étendu sur 3000 km², ça n'a pas de sens. Mais comme il y a des gerbes atmosphériques, l'idée, c'est que ces particules qui font des particules secondaires, qui en font d'autres, ça fait toute cette gerbe de particules. À la fin, cette gerbe de particules, elle couvre un immense territoire au sol. Et donc, il ne s'agit pas de mettre des détecteurs absolument partout à chaque millimètre carré. Vous mettez un détecteur ici, puis un autre plus loin, puis un autre plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a simplement, sur cette surface, on a réparti 1600 détecteurs. En fait, les détecteurs, c'est tout bêtement des cuves d'eau. C'est des cuves d'eau, et quand il y a des particules de la gerbe qui traversent, eh bien, elles vont plus vite. Ces particules sont énergétiques, elles vont plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc, elles font de l'effet de Cherenkov. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, sûrement que si. Donc, quand on va plus vite que la vitesse du son dans l'air, ça fait un bang. Et quand on va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, ça fait un bang lumineux, ça fait de la lumière. Donc, en fait, vous mettez des cuves d'eau. Alors, c'est des cuves d'eau qui font 1,20 m de haut et puis 10 mètres carrés de surface. Donc, elle tient ici, quoi. On en met une là. La suivante, on la met à 1,5 km par là. On fait un réseau comme ça, hexagonal, enfin triangulaire, avec un pas d'1,5 km. Alors, quand vous êtes au pied d'une, la suivante, elle est super loin. Puis l'autre d'après, vous la voyez à peine, elle est à 3 km, vous ne la voyez juste pas. Et là, vous dites, mais de temps en temps, il y a des gerbes qui arrivent et il y a 60 cuves qui sont touchées. Donc, il y a vraiment une particule de folie qui arrive dans l'atmosphère, qui fait toute cette gerbe, qui se déploie, qui se développe dans l'atmosphère et qui vient irradier des dizaines de kilomètres carrés. Et juste, on les détecte. Alors évidemment, comme on a un réseau comme ça, donc si vous, par exemple, il y a cette cuve-là, mettons que voilà, nos têtes sont toutes des cuves comme ça réparties. Si moi, je suis touché en premier, puis vous, on sait que ça vient de par là. Si à l'inverse, c'est vous qui êtes touché d'abord, et puis après lui, hop, on sait que ça vient par là. Donc on arrive par triangulation comme ça, on sait d'où ça vient. Puis en regardant la quantité d'énergie qui est déposée dans les cuves, on peut tracer en fonction par rapport au cœur de la gerbe, on voit à quelle vitesse,
la densité d'énergie qui est déposée. Voilà, on en déduit l'énergie de la particule. Bref, on peut essayer de reconstruire, enfin, on arrive à reconstruire les paramètres des germes. Donc, c'est ça qui se passe. Et alors, il y a une autre technique de détection, c'est que ces particules dans l'atmosphère sont très énergétiques et elles sont très nombreuses. Il y a jusqu'à des centaines de milliards de particules secondaires qui, du coup, excitent les molécules de l'air dans l'atmosphère au passage. Ça excite les molécules, essentiellement les molécules d'azote, et puis ces molécules d'azote, parce qu'il y a surtout de l'azote dans l'atmosphère, ces molécules d'azote ensuite se désexcitent en émettant un rayonnement de fluorescence, essentiellement dans l'UV, il y a des raies UV. Et donc, si vous êtes par nuit noire, évidemment, de jour, il faut oublier, même quand il y a de la lune, il faut oublier. Mais si vous êtes par nuit noire et qu'il n'y a pas de lune, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez ici des détecteurs de fluorescence, donc là c'est fermé, la nuit ça s'ouvre quand il n'y a pas de lune, et vous avez juste un télescope qui regarde le ciel au-dessus. Donc là, je ne sais pas si on le voit ici, les cuves elles sont réparties là sur la Pampa en Argentine, c'est magnifique, au pied des Andes, à 1400 mètres d'altitude, un grand plateau comme ça. Et donc, ces télescopes ne regardent pas le ciel, enfin, ils ne regardent pas le cosmos, ils regardent le ciel au-dessus des détecteurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit passer la traînée lumineuse qui se développe comme ça à la vitesse de la lumière, quand la gerbe se développe dans le ciel. Et donc, c'est pareil, hein, on voit d'où vient la particule, parce qu'on voit la traînée, quoi. Donc, on prend un film, on le voit se développer à la vitesse de la lumière, et on en déduit d'où elle vient. En fonction de la quantité de lumière qu'on a reçue, on en déduit l'énergie de la particule incidente, etc. Et puis, donc, on peut étudier ces particules. Alors, c'est très intéressant, ça marche bien. Donc, il est toujours en opération, ce détecteur. Alors, nous, on n'est plus dedans parce qu'en fait, c'est trop petit. Parce que, en fait, ce qu'on a découvert avec ce détecteur, je ne sais pas ce que j'ai derrière à vous montrer. Ouais, ben, c'est ça en fait. Le problème numéro 4, c'est que 3000 km², en fait, ça ne suffit pas. On est toujours dans le brouillard magnétique, un peu moins. On commence à avoir des anisotropies légères. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait vrai qu'il y en a autant en toutes les directions. Il y en a un petit peu plus par là que par là. Mais de là à dire c'est ça la source, on en est très très loin. Et en fait, la raison, c'est quand même bizarre parce qu'à ces énergies-là, on s'attendait vraiment à ce que ça aille quasiment tout droit. Le problème, c'est qu'on a découvert un truc qu'on n'avait pas tout à fait anticipé, c'est qu'en fait, plus on va à haute énergie, plus ce sont des noyaux lourds. Et du coup, ils sont plus chargés. Un noyau de fer, c'est 26 protons. Et donc, ils sont défléchis 26 fois plus. Donc, pour avoir la même déflexion, il faut aller 26 fois plus haut en énergie. Et sauf que là, il n'y a plus de flux du tout. Et puis, en plus, il y a d'autres phénomènes qui font dire qu'on a probablement en zéro. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, c'est une découverte très importante que plus on va haut en énergie, moins il y a d'éléments légers et plus ils sont lourds. Ça a des conséquences astrophysiques importantes. On pense savoir interpréter et tirer des conclusions. Mais le problème observationnel immédiat, c'est que du coup, 3000 km, ça ne suffit pas. 3000 km², pardon. Ah oui, il manque le carré. Ça ne suffit pas. Et donc, il faut aller plus grand. Sauf que 3000 km² au sol, comment on fait plus grand? À un moment, c'est plus possible, quoi. Alors, du coup, on a eu une autre idée. Oui, la solution, donc encore plus grand, non. Voilà, non. Et la solution, est-ce que c'est là? Voilà. La solution, c'est ça. La solution, c'est d'aller dans l'espace. Parce qu'après tout, ces gerbes, elles arrivent partout dans le cosmos. Enfin, venant du cosmos, ça arrive partout sur la planète.